Bonjour, je suis Marie Simoès et bienvenue dans Le Casque et la Robe. Donc l'idée de ce podcast, je l'explique quand même parce que c'est notre premier épisode, c'est d'avoir un échange plutôt orienté construction parce que c'est à destination des professionnels du bâtiment, des entrepreneurs de la construction. Donc la partie casque, ce sont les auditeurs et la partie robe d'avocat, c'est moi. Voilà, pour le sous-titre. Et donc au détour de nos conversations qu'on a pu déjà avoir ensemble en off, j'ai compris que ta profession, ton secteur d'activité était hyper intéressant pour mes auditeurs, mes clients également. Et donc, j'en suis sûre. Et donc, du coup, je voulais qu'on aborde le thème de l'assurance. Ouh, je sens que là déjà tu perds les 3/4 de ton audience. Non, restez. Non, mais j'ai l'habitude. Quand je dis que je fais de l'assurance, souvent les gens viennent plus me parler. C'est mais ça. on va tâcher de rendre le sujet intéressant, motivant et peut-être même marrant. Ouais, c'est certain. C'est certain. On a, je crois, tous les deux des anecdotes. Oui. Et donc, on peut peut-être commencer pour les auditeurs, tu nous expliques un petit peu ce que tu fais, qui tu es et Bureau 132. Ok, avec plaisir. Je suis Alex Koubi, je suis un des cofondateurs d'une société qui s'appelle Bureau 132, effectivement. Et Bureau 132 est une société qui a une approche assez innovante en termes d'assurance sur le marché français pour les professionnels, puisqu'on n'est pas un énième courtier ou un énième agent d'assurance. Il y en a déjà beaucoup, il y en a quelques dizaines de milliers en France. Nous, on a pris le parti d'aborder cette expertise-là par le biais du conseil. Donc, on est un service externalisé d'assurance pour entreprise. J'aime bien le définir comme ça. Dans une TPE, dans une PME, il n'y a jamais un département assurance dédié. Je l'ai dit en rigolant au début, mais malheureusement, c'est vrai, c'est un sujet qui emmerde à peu près tout le monde. Et qui a déjà lu le contrat d'assurance qu'il a pourtant signé? La réponse est proche de zéro. Donc, on s'est dit, il y a un appel d'air et une nécessité à créer un service qui permette aux entreprises de s'assurer, sans mauvais jeu de mots, qu'elles sont bien couvertes et qu'elles payent le bon tarif pour le type de business qu'elles font. Parce que comme on est tous les trois associés de Bureau 132, des professionnels de l'assurance, en une quinzaine d'années de métier, on a vu quelques dingueries qui nous ont fait penser qu'il fallait absolument créer ce service de tiers de confiance qui va venir donner l'aval à l'entrepreneur sur le fait que sa couverture est la bonne. Oui, exactement. Et je pense effectivement que ta vision des choses rejoint un peu la mienne parce que dans ma pratique, donc j'accompagne beaucoup d'entreprises du BTP et moi j'arrive au stade où ça commence à devenir compliqué. On me sollicite quand il y a une procédure, quand il y a un contentieux et souvent quand il y a des opérations d'expertise pour aller voir qui est responsable de quel désordre et surtout quel assureur va couvrir quoi. Et oui. Et alors moi j'ai quand même un petit sujet, c'est que souvent les assureurs, contrat bien rédigé, mal rédigé, couverture bien précisée en amont ou pas, en réalité on se rend compte que la position de principe, alors not all assureurs, d'accord, mais quand même beaucoup, c'est de dire non moi je garantis pas. Voilà, donc ça c'est un peu la position de principe des assureurs. Donc déjà, c'est une excellente chose qu'on ait en amont un professionnel qui vienne sans problématique de conflit d'intérêts, parce que c'est aussi le sujet avec les courtiers, parce qu'ils ont des coms et c'est normal, ils ont leurs partenaires privilégiés et c'est normal. Mais là, de ce que je comprends de ta plus-value, c'est que tu vas plutôt vraiment te mettre du côté du souscripteur et vérifier qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. C'est exactement ça. T'as tout compris. Effectivement, le système de distribution d'assurance tel qu'il existe aujourd'hui, en France en tout cas, c'est pas pareil dans tous les pays, mais en tout cas en France, c'est un système de commissionnement. Et c'est bien normal que les courtiers et les agents soient rémunérés pour le travail qu'ils font. Bien c'est sûr. tout à fait logique. Ça pose un sujet majeur qui est celui, comme tu le disais, de la défense des intérêts du client final. Quand je suis rémunéré à la commission, qui est un pourcentage sur la prime d'assurance qui est payée et que cette prime d'assurance augmente tous les ans, j'ai commercialement un intérêt nul à revenir te voir pour te dire Marie, tu payes trop cher, puisque ma rémunération augmente de manière mécanique. Ça, c'est sur l'aspect tarifaire, mais sur l'aspect garantie aussi, il y a un vrai sujet, c'est que quand tu pousses la porte d'une agence ou d'un cabinet de courtage, alors je dis pousse la porte en mode old school, puisque tout peut se faire à distance aujourd'hui, est-ce que tu sais si le courtier que tu interroges est véritablement spécialisé dans ton domaine d'activité ?
Peut-être que oui, peut-être que non. Pire que ça, celui que tu vas voir, c'est souvent un beau-frère, un copain, avec qui tu fais une bouffe de temps en temps, tu dis bon ok, j'ai l'impression de pas trop me faire bananer, vogue la galère. Et le jour où il y a le sinistre, c'est exactement ce que tu dis, on se retrouve dans la situation où l'assureur va dire je paye pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on existe, et j'ai envie de te dire, puisqu'on s'adresse à des professionnels du bâtiment et de l'immobilier, on dit souvent qu'en immobilier, la plus-value, on l'a fait à l'achat. Et ben en matière d'assurance, c'est exactement la même chose. Le bon traitement du sinistre, il se fait à la souscription du contrat en amont. Est-ce que j'ai bien assuré le bon risque? Et si c'est le cas, tu vas déjà annuler beaucoup de cas de figure dans lesquels l'assureur va te dire non, je prends pas en charge. Après, il faut jamais sous-estimer la mauvaise foi d'une compagnie d'assurance. On est d'accord. C'est ça. Mais se sécuriser en amont, c'est un réflexe qu'on devrait tous avoir et qui est pas suffisamment développé aujourd'hui. Voilà, on est assez d'accord là-dessus. Et justement, c'est ça, voilà, tout le cœur du sujet, et ça peut aller très loin. Moi, là, j'avais une conversation, pas plus tard qu'il y a 2 jours, avec un entrepreneur qui était intervenu sur un chantier pour faire de la pose de micro-pieux. Ouais, donc là, on rentre dans le technique. Hein. Et ouais, donc il s'était chargé de ça. Son client, maître d'ouvrage, lui avait dit, l'autre partie, c'est pas toi qui l'as fait, c'est une autre entreprise qui, évidemment, a mal fait le truc, tu vois. Et derrière, son assureur à lui a déposé le bilan. L'assureur a déposé le bilan. Oui. Tu sais qu'il y a eu toute une vague d'assureurs qui ont déposé le bilan. Tu vois, des assureurs, je crois que c'était nord de l'Europe, ou des trucs un peu... Là, en l'occurrence, on peut le dire, puisqu'ils sont morts, c'était Elite. Ok. Voilà. Ils ont déposé le bilan. Donc, en fait, le mec se retrouve seul. Oui. D'accord. Donc là, on est sur du terrain décennal. Il est question d'un empiètement sur le terrain voisin. Une maison d'habitation où on se demande jusqu'où ça va aller. Alors la réunion d'expertise a eu lieu et je suis à peu près tranquille parce qu'il a bien conservé tous les éléments de preuve pour déterminer qu'il est intervenu exactement conformément au plan du géomètre, etc. Donc je suis plus très inquiète pour lui, mais on s'est quand même posé la question à un moment donné de savoir si mon conseil c'était pas de lui dire le scénario catastrophe, c'est la fermeture de la boîte. Et oui. Parce que si on va vous chercher pour 100 000 ou 200 000 ou 300 000 euros, alors certes c'est dans 4-5 ans, mais en gros préparez votre sortie et voyez s'il n'y a pas une option B, souscription d'une autre boîte en parallèle, voilà. Parce qu'on a cette problématique d'assurance. Donc là on est plutôt sur un dépôt de bilan d'assurance, mais c'est encore plus rageant quand c'est un refus de principe et de mauvaise foi. Ok, alors sur l'anecdote que tu évoques, il y a plusieurs points que tu soulèves. Déjà, le premier point, c'est que l'assureur de ton client était un assureur plutôt exotique. C'est ça. Quand il y a un assureur exotique en matière de décennale, et on en voit assez régulièrement, c'est qu'il y a un loup quelque part. Parce que quand la situation est saine dès le départ, les assureurs classiques qui ont pignon sur rue, qui sont solvables et qui sont pas installés dans des paradis fiscaux du côté des îles britanniques ou du côté de Gibraltar s'ils préfèrent le soleil, un assureur classique français va prendre en charge. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si le chantier aujourd'hui se retrouve dans cette situation-là, c'est très certainement, je connais pas le dossier, mais j'imagine que c'est parce que le maître d'ouvrage n'a pas souscrit de dommage ouvrage. On a souvent tendance à penser que la dommage ouvrage, c'est un doublon. Il y a déjà la responsabilité décennale de chaque corps de métier qui va intervenir sur le chantier, mais c'est précisément à ça que sert la dommage ouvrage pour le maître d'ouvrage. C'est l'assurance tout risque, là encore sans mauvais jeu de mots, que le chantier va aller jusqu'au bout, même s'il y a un problème. Parce qu'on va checker les attestations décennales. Du coup, on va voir s'il y a bien une décennale. Parce que est-ce que tous les maîtres d'ouvrage le vérifient? Les particuliers, les particuliers, bof. Les professionnels, voilà. Réflexe, mais les professionnels, oui. La dommage ouvrage, c'est une obligation légale, hein, c'est pas une option. On est d'accord. Alors, pour autant, j'ai pas les stats officielles sur le taux de souscription des dommages ouvrages quand il y a un ouvrage qui démarre, mais je pense que ça nous ferait très très peur si on avait des statistiques là-dessus. C'est normal, c'est une couverture qui est un peu onéreuse, et quand on doit arbitrer dans un budget travaux, parfois on a tendance à le faire passer par pertes et profits. C'est une très mauvaise idée. Donc, on check l'attestation. Déjà, on vérifie si elle existe. 2, est-ce que l'attestation décennale couvre bien le professionnel pour les gestes qui vont être pratiqués sur le chantier? Là aussi, je pourrais te parler de plein d'anecdotes où on est couvert en décennale. Manque de peau, pas pour ce qu'on va faire sur le chantier sur lequel on intervient. T'en as une en tête? Ouais, j'en ai une en tête, ouais. Tu la veux maintenant? Ouais, tout de suite vas-y. Écoute, c'est un chantier qui a eu lieu dans les Alpes, un beau chalet dans les Alpes. On construit une piscine. Alors, pas moi, malheureusement, mais le maître d'ouvrage fait construire une piscine, et c'est un maçon qui vient maçonner la piscine une fois que le terrain
terrain a été préparé, terrassé, et c'est un maçon. Ouais. Il a une RC décennale de maçon. Il maçonne une piscine. Logique, quoi. Ouais. A priori, tout va bien. Non, parce que maçonner un mur et maçonner une piscine qui va être soumise à une pression de milliers de mètres cubes d'eau, c'est pas du tout la même chose. Exactement. Donc, en plus de la RC maçon, pour quand il construit hors sol, si j'ose dire, il fallait une RC pisciniste spécifique. Refus de prise en charge par l'assureur. Et je dois dire, à juste titre, effectivement. Alors qu'on est dans une situation où tout le monde est de bonne foi. Si le maître d'ouvrage avait pris une dommage ouvrage, il aurait fait warning, il y a un gros sujet. La RC décennale de celui que vous avez choisi pour maçonner la piscine, elle colle pas. Voilà. Oui, là, effectivement, c'est un refus qui m'apparaît être un refus En l'occurrence. de bonne foi. Ce qui n'est pas toujours le cas, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, si on en revient au dommage ouvrage, j'ai tant à dire. Effectivement, je suis aussi d'accord avec toi quand tu constates comme moi que très fréquemment, les maîtres d'ouvrage non professionnels plutôt ne souscrivent pas de dommages ouvrages. Mais la prise en charge des dommages ouvrages par les assureurs, une fois le sinistre né, alors peut-être que moi j'ai que la facette la plus délirante, certainement. Viens me voir quand ça sent le roussi et quand c'est pris en charge, peut-être que je vois un peu moins les dossiers. Mais quand même. D'ailleurs, peut-être même eux en première ligne avant les autres, parce que eux, le principe, c'est il y a un sinistre, on garantit et on a nos actions récursoires à l'encontre des responsables et de leurs assureurs. Tout à fait. Donc, a priori, le maître d'ouvrage devrait très rapidement se retrouver hors du sujet. Et puis, surtout, les désordres, c'est le plus important, l'ouvrage préservé, les désordres réparés assez rapidement, parce qu'en fait, la dommage ouvrage, c'est une avance. C'est exactement ça, voilà. Tout à fait. Et malheureusement, in concreto, moi, mes expertises judiciaires, elles durent des années. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, pas que pour un refus de garantie. La longueur de la procédure, les experts judiciaires, il y en a des bons et il y en a des très débordés. C'est bien dit, c'est très bien dit. Poliment. Voilà. Mais voilà, la difficulté, c'est ça. C'est qu'on a une bonne idée sur le papier, on a un process qui pourrait d'ailleurs donner des idées à d'autres pays qui ne sont pas aussi bien processés au niveau assurantiel, mais in concreto, force est de constater que ça fonctionne pas bien. Et on en arrive à des situations incroyables, fréquentes, où moi j'ai des dossiers 10 ans plus tard, des dizaines de parties, des assureurs qui dépêchent leur gestionnaire et leur expert assurance, chaque partie qui prend son avocat, donc le compteur tourne, des dizaines de réunions, des actes de procédure assez lourds. On arrive au bout de 10 ans à constater que le montant du sinistre, c'était 50 000 €. Donc, tu vois, moi je m'étais amusée sur un dossier à faire un calcul. On en était, donc j'avais fait un calcul un peu à la louche, parce que je connais les honoraires d'avocats, les honoraires d'experts, etc. Je m'étais dit, en fait, si on avait fait un pot commun et que chacun avait versé ce qu'il a versé aux intervenants à l'expertise, avocats, experts, et puis ensuite le temps des gestionnaires qui gèrent les dossiers, c'est aussi, ça a un prix, ça a un coût. On en arrivait à 400 000 € d'honoraires. Pour un préjudice à 50 000. C'est ça. Ouais. Ça pose question, tu vois. Donc, oui, alors je pourrais, tu vois, être l'avocate de base qui dit, moi, j'engrange, le compteur tourne, je suis contente, plus ça dure. Mais ça me rend malade. Je me dis plutôt, mais avec ça, on aurait pu réparer le sinistre, sans se poser trop la question de qui est responsable de quoi, globalement. On peut essayer d'aller vers l'amiable. Il y a maintenant, d'ailleurs, une réforme, depuis le 1er septembre 2025, qui nous aide à aller dans cette direction. Donc, c'est une réforme que je salue. Je suis curieuse de voir la mise en œuvre, mais j'ai hâte. Et j'espère que ça nous amènera dans cette direction. Donc voilà, chacun paye sa part. Et quand je dis chacun, je pense aux assureurs, beaucoup. et puis tout le monde économise. Et puis on part au Club Med avec ce qui reste. Voilà, tu vois. Donc, je sais pas ce que t'en penses, toi. Quel est ton point de vue Alors, là encore, tu soulèves plein de points dans l'anecdote que tu livres. Déjà, tu me confortes dans la conviction très forte que j'ai sur le fait que si un contrat est bien rédigé en amont, bien pensé en amont, on réduit à la portion très congrue la possibilité de se retrouver dans ces situations-là. Je dis pas que le risque zéro existe, loin de là, évidemment, mais ça va très, 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 très fortement jouer. Il faut imaginer qu'en matière d'assurance, on va partir du principe que l'assureur ne voudra pas payer
Donc il faut blinder les choses au démarrage pour pouvoir le mettre dans le corner et lui dire non mais en fait t'as pas d'échappatoire, ça a été construit de telle sorte que tu payes en réalité. Ouais. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, la situation que tu décris, je suis désolé de le dire, mais elle vient encore du monde de l'assurance tel qu'il existe en France, puisque tant qu'il n'y a pas de sinistre, que les cotisations sont payées, personne va aller se préoccuper de savoir si ça roule pas, est-ce que le contrat est correctement monté ou pas monté. Moi je paye une prime, toi tu l'encaisses, l'assureur aussi, tout le monde est content, parfait. Et le jour où il y a le sinistre, comme il y a plein de raisons de faire traîner le dossier, on va le faire traîner. Et la troisième chose, je vais certainement pas me faire des copains en disant ça, enfin je me fais pas forcément des copains en ayant évoqué les deux premiers points, c'est que l'assureur peut en réalité avoir intérêt à faire traîner les choses, même si in fine ça lui coûte plus cher. Pourquoi ? Déjà parce que dans le lot, sur une procédure de 10 ans, combien vont avoir le temps, la patience, la tension nerveuse et le pognon nécessaire pour pouvoir aller au bout. Déjà, tu vas en perdre plein en route. Exactement, c'est ce que je me suis dit. Et ça, l'assureur, il le sait. Parce qu'il sait dès le début qu'il va devoir payer. Et puis, c'est provisionné, de toute façon. Ça, c'est la première chose. La deuxième, dans mon troisième point, décidément, il y a des points, il y a des sous-points, c'est que dans ces livres, pour l'assureur, c'est pas la même chose d'avoir quelque chose qui vient alourdir sa statistique sinistre immédiatement que d'avoir dans ses frais généraux des frais de procédure, d'avocat, d'expertise à payer. D'accord. Ça va pas déséquilibrer son contrat de payer 400 000 balles d'avocat alors que régler 10 fois 50 000, ça va avoir un impact sur sa stat sinistre. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce que c'était pas le secret des dieux là dont on s'était parlé en off Peut-être. Tu travailles là, je t'avais dit, mais quel est le secret ? Pourquoi ? Parce que moi, il y a un truc qui me sort. Il y a la logique de base, je suis un peu terre à terre, voilà, où je me dis mais c'est pas logique, on marche sur la tête. Non, c'est pas logique. Mais à partir du moment où tu comprends, en fait, le métier de l'assurance est un métier de statistique et de probabilité. On dit que les vrais maîtres dans les compagnies d'assurance, alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, ce sont ceux qui viennent de la profession actuarielle et qui vont établir les modèles statistiques. Ils disent que voilà, un tel sinistre a une occurrence de temps de se produire, et à partir de là, l'assureur va établir sa politique commerciale. Les actuaires, ce sont les mêmes que tu sois chez AXA, chez Generali, chez Groupama, chez Albingia, enfin peu importe. Ils ont tous été formés de la même manière et ils vont tous arriver au même résultat en termes de modèles mathématiques. Donc ce qui fait la différence derrière, c'est la politique commerciale de la compagnie. Est-ce que je veux faire un peu de dumping pour faire venir des clients ? Est-ce que je me mets haut pour pouvoir attirer que les bons risques et puis mettre de côté les risques qui m'intéressent pas ? Et ensuite ça va tourner. Parce que les sinistres, il va y en avoir. Si je me mets trop bas, je sais que d'ici 2, 3, 4 ans, mon contrat va être déséquilibré. Et il va falloir que je rehausse mes tarifs de manière significative. Et mes clients vont dire, l'assureur, c'est un salaud, c'est un voleur. Et puis, il va aller voir quelqu'un d'autre qui va dire, génial, j'en ai trouvé un pas cher. Et puis, dans 3-4 ans, ça va être la même chose. Et ainsi de suite. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Donc, la seule manière de se prémunir contre ça, c'est déjà adopter les bons réflexes, tant qu'à faire. Et j'y reviens, je suis très lourd avec ça, mais c'est fondamental. Réfléchir à ce que je signe et est-ce que ça correspond à ce dont j'ai besoin. J'ai une anecdote à te livrer qui n'a rien à voir avec le bâtiment, mais qui, pour moi, a été assez fondatrice. C'est un des premiers dossiers qu'on a eu à traiter. Une société qui faisait de la cryothérapie, qui vient nous voir parce qu'elle change de locaux. Donc, à la base, on devait juste assurer les locaux. Il s'avère que le contrat qu'elle avait était un contrat couplé, multirisque professionnel, plus responsabilité civile professionnelle. Donc, je lui dis, tant qu'à faire, on va aussi se pencher sur le sujet RC Pro. Eh ben, je te le mets dans le mille. La RC Pro de la société excluait, mais de manière écrite, très claire, la cryothérapie. C'est quand même un peu con quand tu fais de la cryothérapie d'avoir ton activité de cryothérapie qui est exclue. Et pourtant, c'est passé entre les mains d'un courtier, ça a été lu par le client. Et des dossiers comme ça, quand je te dis que c'était fondateur, c'était parce que c'était un des premiers. Mais en fait, on en voit plein tout le temps. Mais alors, du coup, je me pose la question sur ton activité, hyper intéressante. Moi, je connais les courtiers, je connais les assureurs, mais toi, vraiment, tu es conseil, finalement. Exactement. Conseil en contrat d'assurance. Exactement. Ok. C'est quoi ? C'est une création, le projet est venu de par votre pratique. Il y en a d'autres qui font ça. C'est quelque chose qui se développe. Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, tu sais, aussi, dans la vision des contrats que je reçois à mon cabinet. On a notre vision juridique, mais toi, ton œil de professionnel en assurance, ça peut largement m'aider pour orienter ma défense, tu vois. Donc, même pour les confrères qui font du droit de la construction, ça peut être hyper intéressant de
de te solliciter parce qu'en face, ils arrivent parfois à nous mettre le doute. Et puis les contrats d'assurance, on adore comment ils sont rédigés. C'est quand même tout un art. C'est 3 documents à mettre en parallèle. C'est quand même une arithmétique très spécifique. C'est clair. Donc même si on est juriste, qu'on connaît le droit, qu'on sait lire des contrats, ils nous mettent à l'épreuve quand même. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis t'as pas un assureur qui communique de la même manière que le voisin d'à côté. Des fois t'as les infos sur le devis, des fois il faut aller dans les CG, des fois c'est sur la fiche de renseignement. Enfin, c'est un bordel pas possible. Ouais. On va le dire, comme ça. Mais secret. Non, mais évidemment que c'est fait exprès. Là, j'ai un dossier en ce moment, Marie. J'ai jamais vu un tableau de garantie rédigé aussi mal et de manière aussi incompréhensible. Mais évidemment que c'est volontaire. C'est fait pour que tu n'y comprennes rien et que le jour où tu as envie de challenger, j'ai autre chose à faire, j'ai tel salarié qui est en arrêt, j'ai tel gros deal à gérer. Il faut faire appel à nous et puis nous, on va faire le job. Mais parce que, juste excuse-moi, la jurisprudence sanctionne, si tu veux, quand il y a une rédaction qui n'est pas claire, elle va statuer et apprécier le contrat en faveur de l'assuré. Oui. Mais là où tu as raison, c'est que sur 10 victimes de cette interprétation de contrat pas clair, il n'y en a qu'une qui va aller jusqu'à la procédure et on comprend bien pourquoi. Oui. Donc en fait, c'est ce que tu disais, en fait, ils jouent sur les stats, quoi. Complètement. Je pense qu'ils doivent faire de l'actuariat en combien je vais avoir de clients suffisamment blindés psychologiquement et financièrement pour pouvoir aller me chercher des poux jusqu'au bout. En tout cas, sur la question que tu me posais sur est-ce qu'on est beaucoup à faire du conseil, je vais te le dire en toute modestie, donc ça veut dire que je vais être très vaniteux forcément si je te dis ça comme ça. Des auditeurs en assurance, oui, il y en a. Mais souvent à l'échelle plutôt locale et sur des marchés ultra nichés. Et c'est pas plus mal d'ailleurs que ce soit sur des marchés ultra nichés. Là où non, on a voulu avoir une approche un petit peu différente avec mes associés, Sandrine et Arnaud, que je salue. Bonjour. C'est en essayant de péter toutes les barrières, qu'elles soient géographiques, parce qu'en réalité aujourd'hui, t'as pas besoin d'avoir un partenaire de confiance qui soit à 200 mètres de chez toi, sauf si tu veux qu'il soit à portée de baffe le jour où il y a un problème. Ouais. Ça c'est possible. Donc d'avoir une approche vraiment nationale sur la manière dont on fait notre métier. Et comme ce qu'on va faire nous, c'est challenger des courtiers pour pouvoir aller défendre les intérêts de la société qui nous sollicite. Là encore, si on veut optimiser les chances de trouver les bonnes solutions, il faut avoir une approche nationale du métier. Et ça permet aussi d'éviter l'écueil chez certains auditeurs, pas tous bien évidemment, l'écueil de la collusion entre le courtier et l'auditeur, un petit peu ce qu'on voit aussi dans le domaine de l'expertise en réalité, où je vends un service de conseil, mais en réalité, j'ai une rétrocom qui est plus importante chez celui chez qui je te conseille d'aller bizarrement. Voilà. Donc oui, le métier existe, ça serait malhonnête de dire qu'il n'existe pas. En ayant une approche aussi globale que nous, aussi digitale, et puis surtout qui s'étend à tout le champ de ce qu'une entreprise peut souscrire en termes d'assurance, puisqu'à partir du moment où l'entreprise est souscriptrice, ça rentre dans notre champ de compétences. Je crois pas que ça existe aujourd'hui. D'accord. Et pour être complet, et après je te redonne la parole bien sûr, nous, on est suffisamment à l'aise pour pouvoir couvrir tout le champ de ce qu'une entreprise peut souscrire, justement parce qu'on est conseil et pas distributeur. Si je te disais, Marie, je peux te faire du collectif, de l'ARC, de la flotte, et puis s'il y a un problème, tu peux compter sur moi, sache que c'est faux, parce que je pourrais pas être à la fois conseilleur et gestionnaire d'un contrat pour tout type de business, pour toute taille de business, pour toute typologie de chiffre d'affaires, c'est impossible. Alors que quand tu es en position de conseil, tu peux te permettre de le faire pour ensuite rediriger vers les acteurs qui sont véritablement spécialisés dans le domaine. Aujourd'hui, j'ai un dossier bijouterie qui est en cours au bureau 132, c'est le premier. C'est ultra spécifique comme business, la bijouterie. Si moi j'étais courtier, soit je dis ouais, pas de problème, je fais, puis je vais faire mes mal, soit je suis vraiment spécialisé là-dedans. Est-ce que toi tu sais si je le suis ou pas? Ouais, non, c'est clair. Tu le sais pas. Et alors du coup, on va pas donner de nom, mais je te pose quand même la question. Est-ce que il y a des compagnies d'assurance que tu privilégies et d'autres que tu évites comme la peste? Si, donne-nous des noms en fait. Non, c'est pas au niveau des compagnies d'assurance selon moi que ça se joue. Il faut comprendre comment fonctionne notre monde des assurances. L'assureur, son métier, c'est de payer s'il y a un problème. En théorie.
C'est son métier. L'intermédiaire entre le client final et l'assureur, le courtier, l'agent, le salarié, si tu passes par un réseau salarié, c'est d'être la courroie de transmission entre l'assureur et le client. Et je le dis pas de manière négative, c'est un métier absolument essentiel parce que ça permet d'avoir quelqu'un qui traduit du langage client en langage assureur et inversement. Et surtout, le jour où il y a un sinistre, de pouvoir accompagner à la gestion. Parce que c'est ça qui fait le juge de paix entre un bon et un mauvais contrat. C'est est-ce que s'il y a un sinistre, je suis payé et est-ce que le dossier est bien géré. Donc nous, là, on va faire attention plus que sur le porteur de risque, donc l'assureur, même si on préfère les assureurs traditionnels, en tout cas solvables, et on pourra revenir sur ce qu'est un assureur solvable, ça me paraît important, puisque tu as eu un cas de défaillance d'assurance. Là où nous, on est très vigilants dans les partenaires avec qui on travaille, parmi nos courtiers et agents partenaires, c'est est-ce que vous êtes staffé pour gérer le sinistre. Donc, de manière très concrète, ça signifie par exemple qu'on ne travaille pas avec des courtiers seuls. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que quand tu es seul dans ton cabinet et que tu es en vacances et que ton client a son entrepôt qui crame, non, le sinistre va pas être bien géré. C'est pas possible. Donc, on veut des cabinets un peu staffés, pas trop non plus pour pas que ce soit des grands courtiers où les clients qu'on va confier vont être traités comme un dossier ou un numéro parmi d'autres, mais où il y a au moins 3-4 équivalents temps plein dans le cabinet, qui ait une continuité de service à tout moment et surtout que le sinistre soit géré en interne et non pas par l'assureur. Parce que s'il est géré par l'assureur, c'est le début des problèmes. Ouais, ok, je comprends. Voilà. Ok, donc tu checkes quand même, voilà, il y a des marqueurs pour toi. Tu dirais que les compagnies d'assurance, globalement, au niveau de l'enseigne, tu vas pas forcément privilégier une plutôt qu'une autre, mais plutôt le courtier qui les vend. Exactement. C'est ça. T'as pas remarqué, parce que moi j'ai remarqué quand même, je ne dirais pas les noms, mais j'ai remarqué quand même des assureurs qui avaient tendance à dire non et d'autres qui étaient un peu plus souples quand même. Moi je l'ai remarqué un petit peu. Donc toi tu me dis, bon c'est pas forcément ça le plus important, je dirais, dans la gestion du sinistre. Alors, tu as raison. Il y a des assureurs qui sont plus ou moins bons payeurs. Il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Déjà, la dimension du sinistre. Un petit sinistre, tous les assureurs sont bons payeurs. On est encore dans des stats, quoi. Exactement. Qu'est-ce que j'ai à gagner à aller emmerder un client pour 2, 3, 4, 5, 10 000 euros de coûts? Rien, allez, même s'il y a une fraude, mais allez, je règle. Quand le sinistre commence à devenir significatif, oui, c'est là qu'il commence à y avoir des sujets. Et c'est tout l'enjeu, effectivement. Donc, je ne vais pas revenir sur l'importance de bien rédiger le contrat en amont. Hein. Je pense que là-dessus, j'ai suffisamment insisté. Mais les mauvais payeurs d'aujourd'hui, ou ceux qui ont du mal à régler sans qu'on les pousse un peu à la roue, tu verras, et tu l'as certainement déjà vu, qu'il y a quelques années, ils étaient bons payeurs et ils vont le redevenir. Et les bons payeurs d'aujourd'hui seront les mauvais payeurs de demain. C'est cyclique, en fonction de ce que t'expliquais tout à l'heure. Exactement. Leur période dumping, leur période où on vise les bonnes boîtes. Exactement. Est-ce que j'ai envie de faire tourner mon portefeuille client ou est-ce que j'ai envie de le garder captif? Les assureurs, c'est comme la téléphonie mobile. La fidélité ne paye pas. Et le client, lapsus révélateur, l'assureur, il le sait ça, donc il en joue aussi. Donc moi, j'ai pas constaté qu'il y a des assureurs plus ou moins bons payeurs de manière structurelle, en tout cas. Voilà, en fait, tu te dis finalement, on peut pas anticiper la phase dans laquelle ils seront, donc c'est pas vraiment ça qu'on regarde. En gros, on n'a pas vraiment de prise là-dessus, donc c'est pas ça que je vais regarder. Je vais plutôt regarder à l'échelle courtier pour la bonne gestion du sinistre. Exactement. Savoir ils sont staffés, etc. Exactement. Ok. Oui, donc en fait, tu es en train de nous expliquer qu'on n'a pas réellement de prise sur la phase dans laquelle la compagnie va être. Est-ce qu'elle est dans une phase d'indemnisation ou est-ce qu'elle est dans une phase où elle retient ses deniers et elle attend de voir qui va jusqu'au bout. Ok. Tout à fait. Donc voilà, mais justement, c'est ça ma problématique. C'est là où ça crée des situations hyper frustrantes. On sent d'ailleurs qu'il y a des mouvements comme ça, même politiques, tu vois, où des gens en ont marre, commencent à un peu taper du poing sur la table. Et il y a eu un fait divers, mais terrible, aux États-Unis. Brian Thompson, qui s'est fait assassiner le 4 décembre de l'année dernière par Luigi Mangione. Ouais. Belle prononciation. Ouais. Et non, mais c'est quand même un truc incroyable. Donc il allait à son conseil d'administration, il se rendait à son conseil d'administration, donc le directeur d'une grosse compagnie d'assurance, plutôt axée médicale. Ouais, spécialisée en santé, exactement. Voilà, exactement. Et c'était un conseil d'administration où il y allait victorieux parce qu'il avait augmenté le cours des actions, la compagnie était dans
une santé financière incroyable, ils avaient fait des super bénéfices. Pourquoi ? Parce que justement, ils avaient une politique où ils retenaient les indemnisations. Ils retenaient les indemnisations en refusant des soins médicaux, en refusant des médicaments. Et donc, j'avais écouté le podcast Renverser la table de Victoire Tuaillon et il parlait de mort par PowerPoint. C'est hyper intéressant comme concept. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient initié par Brian Thompson, cette politique de dire, même s'ils ont souscrit la garantie, même s'ils ont droit à ces indemnisations assurantielles, on les couvrira pas pour augmenter les profits et faire plaisir aux actionnaires. Ouais. Donc là, on parle de vie. Nous, on est sur le secteur du bâtiment, mais tu vois, je reviens sur mon cas de tout à l'heure, où le mec se demandait s'il n'allait pas mettre la clé sous la porte, s'il n'avait pas une problématique assurantielle à hauteur de plus de 100 millions d'euros. Donc voilà, c'est des vies qui sont impactées, c'est des frustrations qui se créent. Et donc ce Luigi Mangione, c'est... Évidemment, on condamne, c'est pas la solution. Mais voilà, il est allé, je crois qu'il lui a tiré une balle. De dos. De dos. Oui. Voilà. Et donc, le mec est mort. Donc voilà, il y a toute cette politique qui peut aller jusqu'à l'extrême. Mais dans notre quotidien, mes clients, entreprises du bâtiment, ça peut les affecter jusqu'à la faillite. Mettre la clé sous la porte. Oui. Donc moi, je me suis interrogée toujours dans cette logique parce qu'évidemment, ça me satisfait pas du tout. Pour mes clients, je suis pas contente. Et je me disais, comment faire en sorte que les choses s'améliorent ? Ok. Et j'avais pensé, mais peut-être que toi, alors, évidemment, on le redit, bien lire les contrats, etc. Mais ça réduit pas le risque à zéro. Et donc moi, j'avais pensé à créer un cercle vertueux. C'est-à-dire, le seul moyen d'inciter les compagnies d'assurance à faire bien, c'est qu'elles aient une contrainte soit économique, soit politique, soit sociétale. Et donc, j'ai pensé à un label. Ok. Voilà. Donc, c'est un projet que je suis en train de travailler. Et donc, l'idée, en fait, ce serait de créer un cercle vertueux dans le secteur de la construction et où toutes les entreprises, y compris les compagnies d'assurance, ont envie de faire bien. Elles doivent respecter une certaine charte et elles bénéficient de ce label. Ok. Donc, le projet est encore au stade bébé. Mais voilà, ça, c'était une piste. Je suis intéressée de savoir ce que tu penses pour que, justement, on sorte de cette logique de statistiques où je me dis que si on a une compagnie d'assurance locomotive qui a envie de faire bien, ça va un peu coincer les autres. Parce que, forcément, justement, les belles boîtes du bâtiment privilégieront celle-ci plutôt qu'une autre. Donc, ça va les challenger au niveau concurrentiel. Je crois que les politiques sont plutôt dans une logique d'arrêter les contentieux. Ils en ont un peu marre que ça encombre surtout le droit de la construction. C'est vraiment très plombant au niveau procédural. Donc, je pense que ça pourrait être une solution aussi pour éviter les contentieux. Donc, tu vois, la case politique serait cochée. Et puis ensuite, la case sociétale où, effectivement, si ça vient des souscripteurs, que c'est une demande de leur part que ces compagnies soient labellisées. Bon, voilà. Donc, c'était une idée que je suis en train de mettre en place. Je vous en dirai plus quand ce sera un peu plus mûr. Voilà, cette idée de label, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, je trouve l'idée excellente parce qu'elle repose sur une idée de départ qui me plaît beaucoup, qui est celle de la bonne volonté de tous les acteurs qui participeraient à ce label pour tendre vers quelque chose, comme tu dis, de vertueux. Donc, je trouve l'idée très bonne. Et je pense qu'il y a la place pour un label de cet ordre-là. Il y a quand même un point dont on n'a pas encore parlé et on doit l'évoquer, c'est qu'on a parlé de la mauvaise foi supposée, réelle, industrialisée, non industrialisée des compagnies d'assurance. Il faut aussi parler de la mauvaise foi, de l'omission, de la transmission d'informations du client en amont. Bien sûr. Et c'est un vrai sujet. Il ne faut pas oublier quelle est la mission première d'un contrat d'assurance, qui en réalité est magnifique. Et je pèse mes mots quand je le dis. Un contrat d'assurance, une garantie assurantielle, elle est là pour t'accompagner, te supporter au sens anglo-saxon du terme, te soutenir plutôt si tu as un problème. Et ça, en fait, c'est incroyable. Pour qu'en cas d'accident de parcours, il y ait quelqu'un qui vienne te dire « Marie, t'inquiète, je suis là, j'assure tes arrières ». En réalité, c'est une mission absolument magnifique. Cette mission, elle est pervertie par le fait que celui qui soutient peut ne pas être soutenant, mais elle est aussi pervertie par le fait que celui qui demande du soutien a menti ou n'a pas tout dit au démarrage. Et donc, il y a fraude. Tout à fait. Donc, si jamais ce label devait voir le jour, et franchement, je t'encourage à fond, et si je peux t'aider, je le ferai avec grand plaisir pour réfléchir à ce label.
il faut aussi que les clients qui entrent dans ce label s'engagent à prendre de manière très forte à dire, nous, quand on transmet une info à l'assureur, quand on dit que notre chiffre d'affaires est 2, que les diplômes qu'on a, que ceux de nos salariés sont vraiment les bons, que ce soit le cas. Et pas que derrière, on aille dire l'assureur m'a pas remboursé alors que j'avais tout bien fait. Non, mauvaise déclaration égale mauvaise garantie. Ça, je pense que c'est important de le dire. Justement, en fait, ce label a vocation à imposer une charte à tous les souscripteurs. Et Parfait. donc, c'est à la fois les entreprises du bâtiment, à la fois les compagnies d'assurance, à la fois les maîtres d'ouvrage professionnels. Et l'idée, voilà, c'est vraiment ce label, je dirais un label juridique. Je ne crois pas que ça existe, j'en ai pas encore vu. Mais voilà, on sait que quand on souscrit à ce label, on sera audité par le label et qu'on s'engage à créer ce cercle vertueux de gens qui ont envie de bien bosser ensemble. Et ce qui sera très intéressant quand ce label verra le jour, je le dis au futur et non pas au conditionnel, c'est que ça va tendre aussi vers une meilleure maîtrise du risque par l'assureur. Et s'il y a meilleure maîtrise du risque, il y a moins de dérives tarifaires et tout le monde est content. Là encore, il faut le rappeler, l'assurance, c'est un pot commun. On met tous au pot commun avec le biais de nos cotisations pour que quand il y a quelqu'un dans le pot commun qui a un souci, ça soit les cotisations des copains qui l'aident à faire face. Donc, si on maîtrise mieux le risque collectivement, si on applique les bons process, les bonnes pratiques, si on est transparent dans la déclaration du risque, qu'on a un porteur de risque en face qui est de bonne foi et qui a envie de jouer le jeu, franchement, oui, sur le principe, on a tout ce qu'il faut pour avoir quelque chose d'hyper puissant. Je suis d'accord. Ouais. Et donc, l'idée, c'est aussi de privilégier l'amiable. Donc, ça rejoint, la maîtrise du risque, de l'inclure dans tous les contrats en amont, ce process de résolution amiable via la plateforme du label. Génial. Voilà. Et donc, en fait, l'objectif, c'est déjà de rappeler à la compagnie d'assurance que 1 euro dépensé pour un avocat et 1 euro dépensé pour un sinistre, c'est 1 euro, les gars. C'est 1 euro. Donc, il faut peut-être changer les métriques là-dessus. Bon courage. Bonne chance. Mais en tout cas, voilà, les convaincre qu'un dossier sinistre géré rapidement, à l'amiable, avec une bonne foi partagée de tous les acteurs, voilà, ça crée un cercle vertueux et chacun peut ensuite se concentrer sur ce qu'il sait faire. Carrément. Voilà. Ouais. Je suis complètement d'accord, c'est une super idée. Et donc le label s'appelle Au Calme. Ah, je l'annonce quand même. Non, ok. Au calme, au KLM en mode non. C'est Booba qui m'a inspiré, j'avoue. Mais ça s'écrit pas pareil. Le label Booba. Ça s'écrit pas pareil, ça s'écrit OQALM. On mettra à l'image d'ailleurs le petit logo comme ça. Ok. Voilà, ça y est, c'est dit. Ça fait plusieurs années que je bosse dessus. Génial. Mais j'ai eu ma petite fille il y a 2 ans. Maintenant qu'elle commence à parler, à être un peu plus autonome, je relance mon bébé virtuel. Génial. Voilà. Mais j'en parlerai avec certainement mon associé dans un prochain épisode. Génial. Mais carrément, je te tiens au courant. Et voilà, vraiment, l'idée, c'est de partir d'un constat d'une frustration et d'essayer de faire quelque chose d'un peu créatif et plutôt vertueux. Je trouve que c'est une très bonne idée. Le fait d'obliger les acteurs de ce label à accepter une procédure amiable, en tout cas en amont, c'est une très 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 bonne idée. Ouais. Et ça me permet aussi de dire que dans le panorama assurantiel des professionnels du bâtiment que tu accompagnes, il y a une garantie qui est souvent sous-cotée alors qu'en fait elle est hyper importante, c'est la protection juridique qui va permettre de faire prendre en charge par l'assureur les frais de procédure qui soient amiables ou contentieux qui pourraient être engagés. Et ça tranquillise aussi sur le fait que si jamais il y a un sujet, que ce soit avec l'assureur, un fournisseur, un client, des organismes sociaux, ça peut arriver aussi parfois. En fonction du périmètre couvert par la protection juridique, on a un assureur qui va prendre en charge. On en parle très peu de la protection juridique, c'est bizarre. Eh bien, carrément, on peut en parler parce que c'est intéressant. Alors, plusieurs choses sur la protection juridique. Plusieurs choses sur la protection juridique. Déjà, c'est vrai que ce qu'il faut savoir quand on va en contentieux, les honoraires d'avocat sont rarement pris en charge de manière intégrale, qu'on ait raison ou qu'on ait tort. On y laisse des pots cassés. Plus la procédure est longue, plus on y laisse. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est bien quand même d'avoir une protection juridique qui absorbe, là encore, en règle générale, peut-être pas toute la couverture des honoraires d'avocat. Clair, ça va dépendre de ce qu'on souscrit. Une bonne partie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Petit écueil quand même, attention. Juste avant que tu me parles de l'écueil, je veux juste parler d'un point hyper important sur la protection juridique qui pour le coup est un point fort, c'est que le fait de souscrire une protection juridique fait que celui
qu'il a souscrit ne se posera pas la question de savoir si ça vaut le coup de défendre ses intérêts ou pas. C'est que comme il a souscrit à cette protection juridique, il va le faire. Le rapport de force peut se retrouver rééquilibré. Exactement. Et ça, même si ça ne va pas être une prise en charge totale, parce qu'effectivement, sur des procédures longues, les plafonds de garantie peuvent ne pas aller jusqu'à l'ensemble des frais de procédure engagés, le fait de se dire si un jour je me sens lésé dans la défense de mes intérêts, j'ai pas besoin de réfléchir à est-ce que j'engage des frais ou pas, j'y vais et puis on verra, ça inverse le rapport de force de manière extrêmement forte. Oui. Mais j'en reviens à mon écueil. Oui, mais j'en reviens à mon écueil quand même. Donc en fait, si je comprends bien, les compagnies d'assurance, elles font souscrire donc cette option, enfin le courtier. C'est en fait, je crois qu'il y a des compagnies spécifiques protection juridique, c'est ça, c'est comme un espèce de sous-contrat. T'as des généralistes, les assureurs généralistes proposent de la protection juridique, parfois en inclusion dans les contrats, c'est pas une très bonne idée parce que c'est souvent des extensions de garantie avec des périmètres d'intervention qui sont relativement restreints. Donc, nous, on préconise plutôt de véritablement souscrire un contrat dédié protection juridique. Ça coûte pas grand-chose. Alors, tout est relatif. Avec ton assureur principal. Exactement. Et effectivement, il y a des assureurs spécialisés. Il y en a un en particulier qui est très connu sur la place, connu des assureurs. On va se calmer sur la place qui fait que de la protection juridique. Et il y a un deuxième acteur qui est en train de pointer le bout de son nez de manière assez forte. D'accord. Voilà. C'est donc effectivement passer par un assureur spécialiste, voilà. Pure player entre guillemets. J'aime pas trop cette expression, mais elle désigne bien ce que ça veut dire sur le sujet. C'est pas une mauvaise idée. Eh ben, c'est même une excellente idée parce que justement, on peut amoindrir mon écueil là-dessus. Donc, lequel est-il ? C'est que... je te vois venir, je crois. Voilà, donc ils vont avoir des barèmes. Et ensuite, ils vont dire, écoutez, prenez l'avocat de notre compagnie. Parce que il s'aligne sur les barèmes. Il est très bon. Déjà, il est très bon. Excellent. Puisque c'est celui de notre compagnie. Et vous savez pourquoi il est excellent, c'est parce qu'il défend les intérêts de notre compagnie, en fait. Mais ça, ils vont pas vous le dire. Et souvent, on me pose la question, même des grosses boîtes qui viennent me dire, mais attendez, est-ce que c'est pas une bonne idée que de faire appel à cet avocat ? Je lui dis, mais s'il n'y a pas de risque de conflit d'intérêts, moi, tout me va bien, en fait. Donc, on fait un call, là, dans le dossier dont je te parle, avec l'avocate de la compagnie d'assurance. C'était dans le cadre d'une reprise de société. Et le sinistre était survenu sur le dos de la société qui a été reprise par ma cliente. Okay. D'accord ? La compagnie d'assurance était informée de cette reprise. Et normalement, à mon sens, elle était censée garantir le sinistre. Donc là, elle dit à mon client, écoutez, nous... open bar, prenez notre avocat, il gérera le truc, etc. D'accord, mais est-ce que vous me couvrez pour ce sinistre-là ? Ah non, il faudra voir avec la compagnie d'avant, parce que là, nous, on garantit pas. Et j'ai dit, le sinistre a eu lieu avant ou après la reprise ? Le sinistre s'est déclaré après la reprise. Mais le fait générateur. Voilà, le fait générateur. Okay. Et tu sais qu'il y a des subtilités oui, sur plein sûr. de postes à la fois. Tu vois, en fait, on peut pas répondre sans regarder les contrats. Oui. C'est sûr, c'est l'ancien assureur ou c'est sûr, c'est le nouveau. Il y a un doute. Ouais. Il faut regarder. Il faut appeler Alex pour qu'il regarde. Excellent réflexe. Et Marie. Marie et Alex vont regarder. Marie a quand même une petite alerte et se dit, à mon avis, c'est pas certain que pour tous les postes, ce soit l'ancien assureur. Et notamment la question des préjudices immatériels, genre perte de jouissance, où on sait que le point de départ de la prise en charge peut être décalé. Oui. Okay ? Donc, il y a débat. Alors, mais il y a débat. Consoeur, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. OK. Voilà. Et donc là, à mon sens, ça vaut le coup de prendre donc du coup une compagnie d'assurance uniquement sur ce poste-là, protection juridique autonome, qui n'a pas d'intérêt à privilégier la compagnie d'assurance qui couvre. Et là, on est carré. Là, on est bien et on limite le risque. Voilà. On limite le risque, tu as raison. Et de manière générale, moi, j'irais même plus loin que toi en disant ne jamais prendre un avocat qui est identifié par la compagnie et qui serait poussé par la compagnie. C'est peut-être pas bien ce que je dis et certainement que c'est une erreur de le dire, mais une bonne protection juridique, c'est une protection juridique qui va définir un plafond de garantie, quel que soit l'avocat que tu choisis.
Moi, tu vois, à titre personnel, j'ai un ami qui s'occupe des aspects juridiques de Bureau 132. Je touche du bois pour l'instant uniquement en conseil et pas en contentieux pourvu que ça dure. J'ai eu un contentieux à titre personnel. J'ai actionné ma protection juridique personnelle. Je voulais que ce soit lui qui s'en occupe. Voilà. Et franchement, on parle d'un préjudice, mais si je te dis le montant du préjudice, tu vas rigoler. Si je n'avais pas eu de protection juridique, j'aurais payé. J'avais une protection. Alors, c'est du perso, mais en pro, c'est exactement la même chose. Je voulais non seulement que ce soit lui qui s'en occupe et que ma protection juridique m'autorise, entre guillemets, à le mandater lui pour pouvoir s'occuper du dossier. Et sur le dossier que tu cites, à mon avis, mais je peux me tromper, il n'y avait pas de protection juridique. Il y avait une extension. On est typiquement dans le cas de l'extension d'un contrat MRP, RC Pro, en fonction de ce qu'on a. On a vu protection juridique, oui, sur le tableau de garantie. On s'est dit, waouh, génial, j'ai une protection juridique. Et en fait, c'est un petit bout de garantie qui vaut que dalle. Et où on t'envoie une avocate qui, a priori... la direction du procès. Non. Moi, je trouve pas ça très sûr, quoi. Voilà, je trouve que ça l'est pas. Je suis un peu complètement risqué. d'accord avec toi. Un contrat dédié. Alors, pour les avocats des compagnies, non, tu as raison de le dire si c'est ce que tu penses, franchement. Je dirais, dans l'ordre, souscrire une protection juridique. Oui. Si on n'a pas les moyens de payer le supplément que l'avocat qu'on aurait voulu, voilà, si on n'a pas les moyens de payer ses honoraires, autant prendre quand même l'avocat de la protection juridique qui s'alignera sur les tarifs. On est d'accord. Il peut y en avoir des bons. Moi, je dirais, le problème, c'est que souvent, ils reçoivent beaucoup de dossiers sur des honoraires un peu râlés pas crête. C'est donc, ça, ils c'est font pas le conflit d'intérêt le problème. Voilà. C'est Là, le volume, exactement. Voilà, exactement. Donc, ça va être le volume. Et donc, avec le risque que vous tombiez sur un avocat qui ne met pas le temps qu'il devrait mettre dans votre dossier. Note l'avocat non plus. Ne tombez pas dessus, s'il vous plaît. Il y a toujours, bien sûr. Voilà. Mais bon, voilà, de manière générale, un peu ce qu'on peut constater, l'idéal étant de choisir votre propre avocat. La protection juridique prend en charge en général, ça représente à peu près 3/4 des honoraires et vous mettez le supplément et là vous avez le meilleur scénario possible pour vous. Oui. Voilà. Donc je dirais ça. En fait, on est d'accord. On est complètement d'accord. Mince, allez, viens, faut qu'on débatte. C'est vrai. Sur quoi on peut se failliter Non, moi je trouve que les assureurs sont des anges. Oui, voilà, c'est vraiment, on les adore. Non, ouais, vous aurez compris. Donc, alors, je peux passer quand même une petite annonce parce que si jamais un assureur est pas du tout d'accord avec moi ou un gestionnaire d'assurance et a envie de me contredire dans un prochain épisode de podcast, n'hésitez pas, venez. Il n'y a pas de problème, on en discute avec grand plaisir. Je peux aussi changer d'avis. Je pourrais me mettre dans le fond avec du popcorn et vous regarder des... On peut même rajouter une chaise. Ah, ok, oui, c'est on peut dingue. même rajouter une chaise. Donc, Alex pourra être parmi nous et on pourra avoir une discussion contradictoire sur des avis et des expériences différentes. Moi, je rappelle que je le vois de mon prisme avocat. Oui. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu mon cheval de bataille. Mais c'est là où l'idée de ton label est très bonne, c'est parce qu'elle permet de faire dialoguer des mondes qui sont pas les mêmes autour d'un objectif commun qui est qu'en cas de souci, ça soit fluide pour tout le monde. Exactement. Donc c'est une super idée. Merci. Encore une fois. Merci. Et du coup, ça veut aussi dire que je crois, finalement, en fait, je crois à la bonne foi des assureurs parce que je suis persuadée qu'il y en aura une ou deux compagnies qui va se démarquer et qui va dire « mais c'est une excellente idée, il faut qu'on aille dans cette direction. » Ouais. Voilà. Ouais. tu vas la trouver. Et une compagnie qui a pignon sur rue, pas une compagnie... Pas une exotique. Non, pas une exotique. Là aussi, je pourrais t'en raconter des rigolotes. Ah ouais, alors attends, est-ce qu'on a le temps ? Non. Une petite dernière, allez, en 2 minutes une petite dernière, ouais. Tu vois, c'est une très bonne anecdote sur le client qui est... Comment je pourrais dire ça ? Qui exagère. Il y a un type un jour qui me contacte, il a besoin d'une décennale, ça fait 25 ans qu'il a sa boîte, et il se dit, tiens, en fait, il me faudrait une décennale. 25 ans. Hein. Ouais. Bon, déjà, pendant 25 ans, il n'a pas eu de problème, c'est qu'il bosse bien. C'est ça veut aussi dire qu'en 25 ans, il n'a pas estimé que le fait de ne pas avoir de décennale lui a fait perdre des marchés. Là, en l'occurrence, pourquoi il voulait une décennale ? Parce que, appel d'offres, il avait envie de se positionner, il fallait présenter une décennale. Je pars à la recherche.
de la décennale. Dossier ultra compliqué parce que quand tu vas toquer à la porte d'assureur en disant « Coucou, je cherche une garantie décennale pour un type dont la boîte a été ouverte, c'était en 2023, qui a été ouverte en 98 de mémoire, antécédent d'assurance, en fait, il n'y en a pas puisqu'il n'avait jamais souscrit de décennale. C'est chaud de trouver une compagnie. Donc là, en l'occurrence, on en trouve une. Moi, je lui ai dit, vous avez intérêt à prendre 2-3 ans, le temps de vous refaire une virginité assurantielle, et puis ensuite, on verra. Mais franchement, je vais pas donner le nom de l'assureur, mais pas ouf, franchement. Mais le tarif explose. Eh oui. Et oui. Et le type me dit ok, je réfléchis. Le type a réfléchi très longtemps. Bizarrement, quand je lui demandais où on en est de la réflexion, elle n'était pas achevée. Et puis 1 an plus tard, il me recontacte. Donc là, ça fait 26 ans que la boîte est ouverte. Et il me dit, ma garantie décennale, là, vraiment, il me la faut. C'est mort, mec. Ça y est, c'est terminé. Je t'ai trouvé une proposition et encore au forceps. Et honnêtement, il aurait mieux valu qu'il n'y ait pas de sinistre le temps de pouvoir aller voir un assureur plus établi. Là, c'est terminé, c'est fini. Je me suis fait engueuler comme du poisson pourri. Mais je trouve qu'on est typiquement dans la mauvaise foi côté client, pour le coup, où à un moment donné, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et je vais m'arrêter là pour pas être vulgaire. Voilà. Alors juste, ça m'amène une dernière question. Souvent, les clients me demandent dans ce cas de figure, ils ne sont pas garantis ou mal garantis, ou une assurance qui a fait faillite. Oui. Ça arrive qu'il y ait une reprise d'antériorité sur de la décennale ou c'est un vœu pieux, un doux rêve? Ça arrive. Ça arrive? Ça arrive. Okay. Ça arrive. C'est pas impossible. Faut négocier de manière un peu fine, mais on l'a déjà fait. Ok. Et pour tout te dire, dans le dossier dont je te parle, il y avait de la reprise du passé, ce qui est hallucinant. C'était fou. Il aurait dû dire oui dès le départ. Évidemment qu'il aurait dû dire oui. Parce qu'avec toutes les cotisations qu'il a économisées pendant 25 ans, il pouvait se lâcher sur sa nouvelle... Alors tu prêches un convaincu, c'est évident. Mais non, aucun. C'est comme ça. Bon, et écoute, super anecdote pour la clôture de ce premier épisode. Je suis très contente. Merci pour l'échange. Avec grand plaisir, on se refait ça dès qu'on aura trouvé notre 3e contradicteur côté assurance. Carrément, avec plaisir. Et merci à vous pour votre écoute. J'espère qu'il y aura plein d'autres épisodes. Il y en a d'autres dans les tuyaux en tout cas. Et à bientôt pour un nouvel épisode du Casque et la Robe.